Dans un premier temps, il est nécessaire de parler de l'importance des raccourcis sur Blender. En effet, chaque opération est forcément accessible depuis un menu, que ce soit en bas de la fenêtre ou dans l'onglet Tool. Toutefois, avoir une bonne connaissance des raccourcis de base entraîne un gain de temps considérable. Je vous invite à noter ceux qui s'affichent à l'écran et les utiliser le plus possible. Vous acquérez alors de bons automatismes pour la suite. Dans la vue 3D, si vous désirez tourner dans l'espace, vous devez maintenir le clic du milieu et déplacer la souris. Pour vous déplacer latéralement, maintenez Shift et le clic du milieu et déplacez la souris. Pour zoomer au centre de la vue, vous devez utiliser la molette de votre souris. Ces opérations basiques sont aussi accessibles au pavé numérique. Pour tourner d'un pas vers la gauche, appuyez sur 4. Pour la droite, appuyez sur 6. 8 permet de se déplacer vers le haut et 2 vers le bas. Comme beaucoup de logiciels de modélisation 3D, Blender dispose de vues prédéfinies. Si vous voulez vous placer en vue de face, tapez 1. La vue de droite est disponible en tapant 3. Enfin, vous pouvez vous placer en vue de dessus en tapant 7. Ces vues peuvent être inversées en tapant la touche de vue concernée et en maintenant CTRL. Donc, en effectuant CTRL 1, je me place en vue de derrière. CTRL 3 en vue de gauche. Et CTRL 7 de dessous. Blender dispose de deux vues générales. La vue en perspective est la plus réaliste. En effet, dans la réalité, l'appréciation des distances fait en sorte que deux lignes, originellement parallèles, n'apparaîtront jamais parallèles à notre œil. Par exemple, sur notre cube, on constate parfaitement que les lignes convergent vers un même point. La vue orthographique a l'effet inverse. Elle respecte les parallèles et la géométrie d'un objet, mais est moins fidèle à la réalité. Toutefois, modéliser en vue orthographique peut être plus confortable. Pour passer d'une vue à l'autre, il faut simplement appuyer sur la touche 5. Les informations sur la vue sont indiquées en haut à gauche de la vue 3D. Si je me place par exemple en vue de face et en vue orthographique, on constate en haut à gauche la mention Front Ortho. Lorsqu'un objet est sélectionné et que vous appuyez sur la touche point, la vue est automatiquement centrée sur l'objet en question, ce qui peut grandement vous faciliter la modélisation. La touche slash permet de passer en mode isolation et la mention locale apparaît en haut à gauche. Cela veut dire que les autres éléments, donc la lampe et la caméra, sont temporairement masqués afin d'optimiser la vue. Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau sur slash. Si vous avez utilisé des logiciels de CAO comme SolidWorks ou Rhino, vous avez peut-être déjà travaillé sur 4 vues différentes, comme sur un plan. Il est possible de l'imposer à Blender en entrant la combinaison CTRL-ALT-Q. On retrouve donc la vue de dessus, la vue de face, la vue de droite et la vue libre. Pour sortir de cette configuration, il suffit de taper à nouveau CTRL-ALT-Q. Il faut savoir que sur Blender, la sélection se fait au clic droit. Cette particularité, qui peut être modifiée dans le panneau des réglages, est déroutante au début. Rassurez-vous, on se fait rapidement à cet usage original. Vous avez déjà peut-être fait le test par vous-même. Si je fais un clic gauche sur la vue 3D, cela va seulement modifier l'emplacement de cette icône, appelée le curseur 3D. La principale action du curseur 3D est de définir l'emplacement d'un élément lors de sa création. Si par exemple, je crée maintenant un autre cube, vous remarquez qu'il apparaît à l'emplacement du curseur 3D. Si toutefois vous avez malencontreusement déplacé ce curseur avec un clic gauche involontaire, vous pouvez réinitialiser sa position en tapant la combinaison Shift-C.
Si vous désirez sélectionner plusieurs éléments à la fois, par exemple la lampe en plus du cube, je maintiens Shift et je fais un clic droit sur la lampe. Le dernier élément sélectionné devient l'élément actif et est entouré en jaune, tandis que les autres éléments sont orange. Je veux changer d'élément actif, je refais Shift-clic droit sur un autre objet sélectionné, ici le cube. Je peux aussi désélectionner un élément. Pour cela, il faut qu'il soit l'élément actif. Si par exemple, je veux désélectionner la lampe, je refais Shift-clic droit afin qu'elle devienne active et répète à nouveau Shift-clic droit pour qu'elle sorte de la sélection. Si j'appuie sur la touche A, cela me permet de sélectionner ou de désélectionner la totalité de ma scène. Ce raccourci est très utile plutôt que d'avoir à sélectionner les éléments un par un. On peut inverser la sélection si par exemple j'ai mon cube sélectionné et que j'effectue la combinaison CTRL-I. Le cube se retrouve désélectionné et les autres éléments, ici la caméra et la lampe, sont sélectionnés. Si je répète CTRL-I, je reviens à l'original. Il existe 3 modes de sélection avancée sur Blender qui permettent d'être plus précis si votre scène est chargée. La première est la sélection par bord. Si j'appuie sur B, une croix blanche apparaît au niveau de mon curseur. Pour tracer ma sélection, je maintiens clic gauche et dessine mon cadre. Tous les éléments qui se trouvent dedans sont sélectionnés. La deuxième sélection est la sélection par cercle. Si j'appuie sur C, un cercle apparaît autour de mon curseur et je peux modifier son diamètre en jouant sur la molette. En appuyant sur le clic gauche, je peux directement choisir les éléments qui seront sélectionnés lorsque j'aurai terminé en appuyant sur clic droit ou échappe. La dernière sélection vous sera familière si vous utilisez un logiciel de retouche 2D. C'est la sélection par lasso. En maintenant CTRL et en appuyant sur le clic gauche, vous allez vous-même dessiner votre sélection. Maintenant que nous avons terminé les différents modes de sélection, nous allons aborder les opérations basiques. Pour supprimer un élément, par exemple le cube, je le sélectionne et j'appuie sur X. Une fenêtre apparaît alors pour me demander confirmation. J'appuie sur Delete. Si maintenant je veux créer un nouvel élément, j'appuie sur Shift A et un nouveau menu avec toutes les primitives s'affiche. Nous les détaillerons plus tard. Aussi pour le moment, nous allons seulement nous rendre dans Mesh, puis Cube, pour placer un cube à l'emplacement du curseur 3D. Il est possible de dupliquer un élément existant de 2 manières. La duplication simple se fait en sélectionnant l'objet à dupliquer et en appuyant sur Shift D. Non seulement l'objet est dédoublé, mais il est accompagné d'un déplacement. Cela veut dire que si j'annule mon déplacement en appuyant sur clic droit ou échappe, l'objet reviendra à sa place originale, donc derrière le premier cube. Il sera toujours existant. Donc, si vous voulez vraiment annuler votre duplication, prenez soin d'annuler avec CTRL Z pour éviter d'avoir des éléments en double. Si je répète donc Shift D et que j'appuie sur clic gauche pour valider l'opération, les 2 cubes sont certes similaires, mais si désormais j'en modifie un, l'autre restera inchangé. Les 2 cubes sont indépendants l'un de l'autre. L'autre duplication est la duplication liée. Si je sélectionne mon premier cube et qu'au lieu de Shift D, j'entre Alt D, j'observe pour le moment le même procédé que tout à l'heure. Toutefois, les objets sont désormais liés. Ça veut dire que, pour l'exemple, si j'apporte des modifications à l'un des cubes, on constate que l'autre est modifié en même temps. Nous avons vu tout à l'heure que depuis l'outliner, on pouvait, en jouant sur les icônes avec l'œil, faire apparaître ou disparaître temporairement un élément. Cette commande est directement accessible depuis la vue 3D. Si par exemple je veux cacher 2 cubes, je les sélectionne et j'appuie sur H. Ils ne sont pas supprimés, seulement masqués. Pour les révéler, j'appuie sur Alt H.
ce qui fera apparaître tous les éléments masqués de la scène. Les primitives sont les éléments de base, comme le cube ou la sphère, à partir desquels on va pouvoir modéliser toutes les formes possibles. Et il en existe plusieurs sortes sur Blender. Pour le moment, nous allons parler des principales, les meshes. Un mesh est un ensemble de points, d'arêtes et de faces qui forment une surface ou un volume. Nous allons les détailler en ouvrant un fichier par défaut depuis File. Et nous allons supprimer le cube avec X, puis taper Shift A. Dans le menu qui s'ouvre, je me rends sur Mesh et sélectionne Plane. Le plan est une primitive plane composée de 4 points, 4 arêtes et une face. Lorsque vous ajoutez un élément, un panneau apparaît en bas à gauche et disparaît dès que vous déplacez ou modifiez l'élément en question. Ce panneau permet d'apporter des modifications préliminaires au mesh. Ici, par exemple, on peut choisir son rayon avec Radius ou son emplacement avec Location, entre autres. Ces champs particuliers peuvent être modifiés de 3 manières. Vous pouvez cliquer sur les flèches gauche et droite pour augmenter ou réduire la valeur de manière incrémentable. Vous pouvez aussi maintenir le clic gauche enfoncé depuis le centre de la barre et glisser vers la droite ou vers la gauche. Pour plus de précision, au cours du déplacement, maintenez Shift afin que la modification se fasse de manière beaucoup plus douce. Enfin, vous pouvez cliquer au milieu du champ et entrer la valeur. Je peux entrer une valeur négative avec moins ou mettre des décimales avec point et pas virgule. Le 0 n'est pas obligatoire si c'est le premier chiffre. Par exemple, si je veux lui donner un rayon de 0,5 unités, Blender, je tape .5 et je valide avec Entrée. Je supprime le plan et j'ajoute la primitive suivante, le cube. Comme le plan, il est possible de jouer sur son rayon. Je le supprime et j'ajoute un cercle en appuyant sur Circle. Pour apparaître à l'écran, le cercle est en fait constitué d'un nombre défini de points qu'on peut définir dans le panneau de gauche au niveau de Vertices. Plus il y aura de vertices, plus le cercle sera de grande résolution, mais plus votre ordinateur risque de ralentir selon ses performances. On constate par exemple que pour 3 vertices, le cercle devient en réalité un triangle. On retrouve à nouveau le rayon ainsi qu'une nouvelle option, Fill Type, qui correspond à la manière de remplissage. Nothing indique que seul le périmètre du cercle apparaît et qu'il n'y a donc pas de face. Triangle Fan, je vous montre à l'écran mais inutile de faire comme moi, ferme le cercle avec des triangles à partir de chaque vertice, tandis que N-Gone crée une seule face. Il faut savoir qu'une face, pour avoir un maillage propre, doit être constituée de 3 ou 4 points. Il faut favoriser les faces à 4 points dès que possible, mais dans le cas présent, on peut, au mieux, créer des faces à 3 points. Je supprime le cercle et crée une sphère UV. Comme le cercle, pour apparaître à l'écran, il n'est pas possible de créer une sphère parfaite, mais plutôt un ensemble de faces qui va créer une sphère de plus ou moins bonne résolution. La sphère UV s'apparente à un globe terrestre avec des parallèles appelés segments et des méridiens appelés rings. Le nombre de ces lignes est paramétrable, sachant, encore une fois, que plus vous donnerez de la résolution à votre sphère et plus votre fichier sera lourd. Enfin, size s'apparente à radius que nous avons déjà vu. La primitive suivante est l'icosphère. Ces faces ne sont pas des rectangles mais des triangles dont la taille est paramétrable au niveau de Subdivisions. Passons au cylindre. Il s'apparente au cercle avec son nombre de vertices et son rayon, mais il est en plus doté d'un paramètre, depth, qui correspond à sa profondeur. Encore une fois, nous retrouvons le type de remplissage. Le cône est comme le cylindre, mis à part qu'on peut gérer 2 rayons.
Le radius 1 correspond au diamètre de la base, tandis que le radius 2 est celui du sommet. Par défaut, et pour représenter un cône parfait, il est défini à 0 pour ne former qu'un point, mais il est possible de modifier cette valeur pour former un cône tronqué. Le torus, appelé tor en français, est une figure géométrique complexe apparentée à un anneau. Vous pouvez définir les segments intérieurs et extérieurs qui donnent la résolution de la primitive ainsi que les deux rayons. Monkey, parfois appelée Suzanne, est une tête de singe qui est la mascotte du logiciel de Blender. Elle est très utile pour réaliser des tests, que ce soit de modélisation, de matériaux ou de lumière, et nous allons l'employer pour nous exercer à plusieurs reprises par la suite. Tout à l'heure, nous avons activé l'add-on appelé Bolt Factory. Pour pouvoir l'utiliser, nous n'avons qu'à faire Shift A à nouveau, et il apparaît tout en bas de la liste des mèches sous le nom de Bolt. Une vis apparaît par défaut et elle est entièrement personnalisable dans l'onglet de gauche. N'hésitez pas à avoir recours à cette primitive si vous avez à modéliser ce genre de pièces, afin d'avoir un gain de temps considérable. Comme je vous l'ai dit, il existe d'autres primitives qu'on peut avoir en appuyant sur Shift A. Nous verrons plus tard les courbes, les objets méta et les textes qui peuvent être exploités au profit de l'impression 3D. Sur Blender, il existe 3 manipulations fondamentales qui permettent d'effectuer presque tous les mouvements possibles. Il y a le déplacement, la rotation et la mise à l'échelle. Et tous trois sont accessibles soit par des raccourcis clavier, soit par le manipulateur au centre de l'écran que nous avons rapidement abordé précédemment. Pour cette étape, je repars sur un nouveau fichier. Le déplacement se fait au clavier avec la touche G. Une fois l'objet sélectionné, l'objet est donc en translation libre et un clic gauche permet de valider son déplacement. Pour annuler un déplacement, vous pouvez appuyer sur clic droit ou sur échappe. Toute manipulation est définie par la vue. Si par exemple je me mets en vue de face avec 1 et que j'appuie sur G, le cube ne se déplacera que sur les deux axes, horizontal et vertical, de la vue. On peut remplacer G par le cercle blanc du manipulateur. Si je maintiens un clic gauche dessus, j'ai un déplacement libre du cube. La rotation s'effectue avec R. L'axe de rotation est défini par la vue, à l'instar du déplacement. Pour effectuer cette commande avec le manipulateur, je sélectionne la deuxième icône dans la barre et on constate que le manipulateur change. Je n'ai plus qu'à utiliser le cercle blanc pour effectuer une rotation libre. La mise à l'échelle s'effectue avec S. Comme avant, elle est définie par la vue utilisée. Pour l'utiliser via le manipulateur, je sélectionne la troisième icône et j'utilise le cercle blanc. Il est possible de contraindre une manipulation sur un axe. Par exemple, si j'appuie sur G, sans surprise, le déplacement est libre. Mais si j'entre avec le nom de l'axe, par exemple Z, on constate que le déplacement ne se fait que sur l'axe Z, à savoir l'axe de la hauteur. Je fais clic droit pour annuler le déplacement et prolonge l'exemple avec la rotation. J'entre R et appuie sur X. Le cube pivote alors autour de l'axe invisible X. Enfin, si je fais S et que j'appuie sur Y, le cube est étiré sur un seul axe. Pour n'agir que sur un seul axe depuis les manipulateurs, il suffit de jouer sur l'axe en question. Par exemple, pour le déplacement, si je maintiens le clic gauche enfoncé sur la flèche bleue, le cube suivra cet axe. Idem pour la rotation et idem pour la mise à l'échelle. Je peux aussi bien contraindre la manipulation sur deux axes plutôt qu'un seul. Si par exemple je veux que mon cube se déplace librement dans l'espace,
mais que sa hauteur ne change pas, j'appuie une première fois sur G, puis je maintiens Shift enfoncé et appuie sur Z. Ainsi, le cube se déplace sur tous les axes sauf Z. Depuis le manipulateur, si je maintiens Shift et que je fais un clic gauche continu sur l'axe Z en bleu, j'obtiens le même résultat. Pour ce test, appuyez sur G et, tout en manipulant librement l'objet, observez en bas à gauche les informations qui changent en temps réel. Elles s'adaptent ici à la position de l'objet. Si vous cherchez à approcher une valeur précise, il peut être difficile d'avoisiner un emplacement exact. Vous pouvez, pour davantage de précision, au cours de votre manipulation, maintenir Shift enfoncé pour que le mouvement se fasse de manière plus douce. Si, jusqu'à présent, nous avons effectué ces manipulations de manière hasardeuse, il est possible d'entrer des valeurs détaillées. Par exemple, si j'entre G, puis Z, et qu'enfin je tape .8, puis Entrée, le cube sera déplacé de 0,8 unités sur l'axe Z. Si j'entre R, puis X, moins 30, et que je valide, le cube effectue une rotation sur l'axe X de 30 degrés dans le sens inverse de l'axe. La mise à l'échelle, quant à elle, fonctionne sous forme de ratio et non pas de valeur formelle. Si je veux que le cube soit 3 fois plus grand que son axe, Y, j'entre S, Y, et je tape 3. Enfin, je valide. Relançons Blender et abordons les deux types d'axes de Blender. L'axe, par défaut, est l'axe global. Il est aligné sur celui du fichier dans sa globalité et correspond au petit rappel en bas à gauche. Toutefois, un objet selon sa géométrie peut avoir un axe spécifique indépendamment de l'axe global. Par exemple, appliquons une rotation à notre cube avec R, X, puis 30. Maintenant, si dans la barre en bas, vous intervertissez global avec local, vous remarquez que les axes ont changé. Ils ne sont cette fois plus alignés avec ceux du monde comme on peut le voir en bas à gauche, mais bien avec les faces du cube. Les modifications que l'on a vues précédemment étaient basées sur l'axe global. Si par exemple j'appuie sur G et Z, je ne suis pas la géométrie du cube, mais bien celle de l'environnement. Si toutefois je réappuie sur Z, je contrains désormais le déplacement sur l'axe local. Ce passage du global au local est possible sur toutes les manipulations en tapant une seconde fois le nom de l'axe concerné ou en modifiant le champ en bas de la vue 3D. À droite, on retrouve, comme abordé précédemment, l'outil Snap. Il va nous permettre d'accrocher des éléments entre eux. Je vais par exemple déplacer le cube sur l'axe Y pour le décaler et créer un plan avec Shift A. Comme on peut le voir à l'icône qui est pour le moment grisée, le snap est désactivé. Si j'appuie donc sur G, il n'y a aucun accrochage. Je peux activer temporairement le snap en maintenant la touche CTRL enfoncée. Comme on peut le constater, le plan s'accroche désormais sur la grille. On peut inverser la manipulation. J'annule le déplacement et je coche le snap qui est désormais coloré. Maintenant, lorsque je déplace le plan, il s'accroche par défaut à la grille. Alors que si je maintiens CTRL, il est en déplacement libre. J'annule le déplacement et désactive l'accrochage par défaut. En plus de l'accrochage à la grille, je dispose de plusieurs autres options. Si par exemple je coche Vertex et que j'effectue un déplacement en maintenant CTRL, mon plan va se fixer sur les vertices du cube lorsque j'approche le curseur. Je peux aussi effectuer l'accroche sur une arête comme vous le constatez à l'écran. Et idem pour un accrochage par face. Il est possible d'activer ou de désactiver l'accrochage via le raccourci Shift
Tab. Vous disposez désormais des notions nécessaires pour votre première modélisation. Nous allons donc, dans la prochaine partie, modéliser un robot. Pour commencer, nous allons lancer le fichier par défaut. Nous avons déjà parlé du curseur 3D qui marque l'emplacement des nouvelles primitives créées et qui se déplace via le clic gauche. Dans ce tutoriel, nous allons créer le robot à partir de données très précises. Aussi, veillez bien à ce que le curseur 3D soit toujours centré au centre des axes. Pour rappel, le raccourci pour le centrer est Shift-C. L'autre élément dont nous allons parler est l'origine d'un objet. Il correspond au petit point qui, sur notre cube par exemple, correspond au centre parfait du maillage. C'est elle qui marque la référence à chaque manipulation. Tout déplacement se fait à partir de l'origine. Toute rotation s'effectue autour de l'origine, etc. Pour certaines manipulations, il peut être judicieux de déplacer cette origine et nous allons découvrir un exemple concret au cours de cette partie. Je réinitialise donc le curseur avec Shift-C. Je m'assure que le panneau de gauche est ouvert. Sinon, j'appuie sur T et j'ouvre. Si ce n'est pas déjà fait, celui de gauche avec N. J'appuie sur 5 pour passer en vue orthographique, puis sur Z pour passer en mode d'affichage wireframe et enfin sur 1 pour passer en vue de face. Vous devriez voir apparaître en haut à gauche de la vue 3D la mention Front Ortho. Je supprime le cube avec X et je valide. Je commence par la tête en tapant Shift-A, Mesh, Cube. Dans le panneau à gauche, je lui donne un rayon de 3 et dans la localisation, je le place sur l'axe Z à 18.5. N'oubliez pas de mettre un point et pas une virgule. Je me place en vue de droite avec 3, car je vais réduire son épaisseur. Je pourrais faire une mise à l'échelle sur l'axe Y, mais je vais plutôt dans Dimension, dans le panneau de droite, et à Y, j'entre 4. Je reviens en vue de face avec 1, et je vais créer le coup. J'ajoute un cylindre en tapant Shift-A, Mesh, Cylinder. N'ayant pas besoin d'une excellente résolution pour cet exercice, je passe de 32 vertices à 16. Je lui donne un rayon de 1 et une profondeur de 1. Dans l'outil Snap, je passe en mode d'accrochage par vertice. Puis, j'effectue une translation sur l'axe Z en tapant G, puis Z, et active temporairement le Snap en maintenant CTRL et en approchant le curseur de la base de la tête. Une fois que l'emplacement me convient, je valide avec clic gauche. Je crée un cube pour le corps. Shift-A, cube. Je lui donne un rayon de 4 et le déplace sur Z avec G. Z et l'accroche au cou en maintenant CTRL enfoncé. Je me place en vue de droite avec 3 et pour diminuer son épaisseur, j'effectue une mise à l'échelle. J'appuie sur S, je contrains sur Y et je snap sur la tête. Pour les épaules, je reviens en vue de face avec 1 et je crée un cube avec Shift-A. Je lui donne un rayon de 1 et je le place sur X à -5. Je le déplace ensuite sur Z en l'accrochant avec CTRL au haut du corps. Je me place en vue de droite avec 3. J'effectue une mise à l'échelle en appuyant sur S, puis Y, et je snap sur le corps. Au cours de ma modélisation, je peux évidemment me déplacer dans l'espace afin de m'assurer qu'il n'y a aucun problème. Je repasse en mode d'affichage solide avec Z et me déplace avec la molette.
Ici, le résultat me convient. Je retape Z et 3 pour revenir en mode wireframe et vue de face. Pour créer le bras du robot, je crée un cube de rayon 0.75 et je le déplace sur Z à 10.5. Je le déplace sur X avec G, X et le snap au bord de l'épaule en maintenant CTRL. J'effectue maintenant une mise à l'échelle sur Z avec S, Z et je snap sur le bas de l'épaule. Pour créer l'avant-bras du robot, je crée un cube, je laisse le rayon à 0.75 et je me place en vue de droite avec 3. Sur l'axe Y, je le positionne à -2.25 avec le panneau de gauche. Je le déplace ensuite sur l'axe Z avec G et le snap sur le bas du bras. Pour l'agrandir, je fais S, Y et le snap sur le bord du bras. Je reviens en vue de face et le positionne correctement en appuyant sur G, X et en le snappant sur le bord du bras. Nous allons créer la jambe. Pour cela, je crée un cylindre, toujours avec Shift A. Je laisse le nombre de vertices à 16, le rayon à 1, mais j'augmente sa profondeur à 5. Je le place sur X à -2 et sur Z à 4. Pour le pied, je crée un cube, toujours de rayon 0.75. Je le place sur X à -2 et à Z à 0.75. Pour lui donner une largeur convenable, je vais dans le panneau des propriétés à droite et dans Dimensions. À X, je rentre la valeur 3. Je me place en vue de droite avec 3, j'entre G, Y et je tape au clavier -0.5. Enfin, j'entre S, Y et je snap sur le bord du corps. Pour réaliser l'autre côté du corps, nous pourrions modéliser à nouveau les éléments de gauche. Toutefois, pour permettre un gain de temps, nous allons réaliser une symétrie sur l'axe X. Il faut savoir que la symétrie se fait non pas par rapport au centre des axes, mais par rapport aux origines. Si par exemple je faisais une symétrie du pied sur l'axe, l'origine étant au milieu du pied, on ne verrait aucune modification. Je vais donc déplacer les origines des éléments concernés au niveau du curseur 3D. Je sélectionne l'épaule, le bras, l'avant-bras, la jambe et le pied droit. Je duplique avec Shift D et j'annule le déplacement avec clic droit. Comme je vous l'ai dit auparavant, le clic droit n'a pas annulé la duplication, mais seulement le déplacement. Si par exemple je déplace avec G, je constate qu'il y a encore les premiers éléments en dessous. J'annule donc ce nouveau déplacement avec clic droit. Dans le panneau de gauche, dans l'onglet Tools, il y a la barre Set Origin qui, comme son nom l'indique, permet de déplacer l'origine. Je m'assure que le curseur 3D est centré et je sélectionne Origin to 3D Cursor. On constate que les origines ont quitté les géométries pour se coller au centre. Les éléments sélectionnés, j'entre la combinaison CTRL-M pour activer la symétrie. Comme on peut le voir en bas de l'écran, je dois choisir le nom de l'axe sur lequel effectuer la symétrie en question. Je tape X, m'assure que le résultat me convient et je valide avec clic gauche. Si je me déplace dans l'espace, je constate qu'il n'y a pas de souci de modélisation. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin et allons ajouter quelques détails au robot. Pour cela, je repasse en vue de face avec 1 et j'ajoute, toujours avec Shift A, une sphère UV. Pour ne pas encombrer la scène de détails inutiles, je modifie le nombre de segments à 8 et le nombre de rings à 8.
Enfin, je lui donne une taille de 0.5 en modifiant la valeur dans le champ Size. Je la place ensuite sur X à -1.5 et sur Z à 19.5. L'emplacement me convient pour la vue de face, mais si je me place en vue de droite avec 3, je constate que ce qui va être l'œil droit du robot est en plein milieu du crâne. Je le déplace donc sur Y avec G, Y, et je tape -2. Je retourne en vue de face avec 1. Je duplique cet œil avec Shift D et le contrains sur X en tapant X. Je tape une valeur de 3. Pour la bouche, je crée la bouche avec Shift A, Mesh, Cylinder. Je laisse 16 vertices. Je donne un rayon de 2, une profondeur de 0.5. Ensuite, je le place sur Z à 17. Je me place en vue de droite avec 3 et applique une rotation avec R. Comme nous l'avons déjà vu, la manipulation est contrainte selon la vue. Ici, la rotation se fait automatiquement sur l'axe X. Je tape 90 et je valide avec Entrée. Je déplace ensuite sur Y en tapant G, Y, puis -2.25. Je reviens en vue de face et tape S, Z, et pour réduire la bouche de moitié, je tape 0.5. Je valide. Nous allons rajouter un plastron. Shift A, nouveau cube. Je donne un rayon de 3 et je le place sur Z à 10. Je fais S, Z et snap sur le haut de l'épaule. Je passe en vue de droite avec 3 et le déplace avec G, Y et -2.25. Je fais ensuite S, Y et viens snapper avec la bouche. Je reviens en vue de face, je sélectionne l'œil le plus à droite, je tape Shift D, je tape Z, -6, je valide avec Entrée, puis je refais G, X et 1. Je duplique ce détail avec Shift D. Je contrains sur X et je tape -1.5. Nous allons terminer avec les derniers détails. Je crée un nouveau cylindre. Je donne 8 vertices et un rayon de 0.25. Pour la profondeur, je donne une valeur de 3.5. Enfin, je le place sur Z à 23.25. Et enfin, j'ajoute une sphère UV. Je laisse 8 segments et 8 rings. Je m'assure que la taille est bien de 0.5 et je le déplace sur Z à 25. Votre robot est enfin prêt. Cet exercice est une démonstration du fait qu'il est possible de modéliser n'importe quelle pièce, aussi complexe soit-elle, à partir de quelques géométries de base. Il est évidemment possible d'avoir un contrôle bien plus poussé sur ces primitives, et c'est ce que nous allons voir dans les parties suivantes. Afin d'enregistrer votre fichier pour éventuellement y revenir plus tard, je vous invite à cliquer sur File, Save As, de choisir votre chemin d'accès, de le renommer en cliquant sur le champ et en validant en cliquant sur Save as Blender File.